Bonjour à tous, on se retrouve pour encore une conférence, encore un débat, ça n'arrête plus, on en prend plein les yeux, c'est super agréable. En tout cas aujourd'hui, enfin maintenant, parce qu'aujourd'hui c'était déjà aujourd'hui, maintenant on reçoit Léa Vigier et Hugo Dassault de Cocolab, qui est la solution leader pour la création de marketplace livrés tout en main. Donc c'est formidable, c'est clé en main, sur mesure, et on va parler révolution servicielle. Alors je te laisse prendre la parole, Léa. Merci beaucoup, enchantée. Donc Léa Vigier, je suis donc directrice commerciale chez Cocolabs. Et donc aujourd'hui, on va parler donc des enjeux de la révolution servicielle et comment on fait pour lancer une marketplace en moins de 4 mois. Quelle est un petit peu notre secret sauce. Voilà. Bonjour à tous, et moi je suis Hugo Dassault, je suis Channel Manager chez Cocolabs et je vais justement commencer par voilà, discuter et vous présenter un peu en introduction l'état du e-commerce et des services en France. Euh, donc la première chose en fait à regarder quand on s'intéresse finalement au monde des services, alors c'est que quelque part on n'est pas sur quelque chose de vraiment complètement binaire entre une différence entre un produit et des services, on est sur des nuances de gris. Mais pour autant, si on prend les définitions telles qu'elles sont dans l'INSEE, on peut voir qu'au final, actuellement en France, le monde du service, c'est quasiment 70% de l'économie française. Donc c'est quelque chose de non négligeable, c'est le secteur leader et c'est finalement la machine à faire tourner l'économie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde au sein de l'e-commerce, qui est du coup la révolution qu'on a pu voir ces dernières années, on peut s'apercevoir qu'au final, l'e-commerce est avant tout pensé pour le produit, notamment pour le produit B2C. C'est les grandes marques que vous pourrez avoir en tête et les leaders en termes de trafic et de part de marché. Et il y a uniquement 35% des ventes e-commerce qui sont des ventes de services. Donc quelque part, le service est 2 fois moindre en e-commerce que par rapport à son poids dans l'économie réelle. Donc on pourrait se dire finalement que l'e-commerce n'est pas forcément adapté au service. Par contre, si on regarde un peu plus loin et si on étudie les chiffres dans le détail, euh, donc l'e-commerce en France, tel que calculé par l'INSEE, c'est environ 230 milliards d'euros. Sur ces 230 milliards, donc il y a 35%, mais ça fait quand même 80 milliards d'euros qui sont des ventes de services. Donc c'est quand même quelque chose qui est non négligeable. C'est sous-représenté, mais c'est non négligeable. Et on peut voir aussi que sur ces 80 milliards, c'est divisé de manière équitable entre le B2B et le B2C. Avec quelque chose aussi qui est notable, c'est que malgré tout, on est aussi sur des taux de croissance à plus de 10%, à environ 13% de moyenne annuelle entre 2012 et 2018 sur l'e-commerce de services uniquement. Donc finalement, on est sur quelque chose qui est sous-représenté, mais déjà grand, quelque chose qui est pas forcément toujours bien pensé, bien conçu, mais qui est déjà important. Et on est pour nous sur la prochaine étape de la révolution de l'e-commerce. Parce que quelque part, si on compare par rapport à l'e-commerce de retail, le service est déjà plus grand. Le retail, c'est 73 milliards d'euros, tandis que le service, c'est 80 milliards d'euros. Et on a justement fait l'exercice et essayé d'extrapoler en se disant qu'en plus, on a eu une révolution qui a été accélérée ces dernières années avec des nouveaux comportements d'achat et bien entendu avec le Covid. Et en s'amusant à tirer le trait, on a estimé que le e-commerce d'ici une dizaine d'années serait d'environ 500 milliards d'euros et qui serait composé d'à moitié de services. Et avec justement un vrai rattrapage des services au sein de l'e-commerce et qui petit à petit regagnerait son poids à peu près équivalent par rapport à celui de l'économie réelle. Donc quelque part, on a eu la révolution de l'e-commerce B2C, on est en train de voir la révolution de l'e-commerce B2B. La prochaine révolution, c'est l'e-commerce de services. Et il y a un modèle qui va permettre ça, c'est le modèle de marketplace. Pourquoi? Parce que finalement, quand on regarde un, un service, je vais pas vous embêter avec des définitions théoriques assez, assez denses, mais en tout cas, quelque part, la différence entre un produit et un service, c'est que le produit existe par lui-même, le service est créé en même temps qu'il est consommé et résulte d'une discussion entre différentes personnes. À partir de ça, on s'aperçoit qu'il y a une difficulté à faire des gains d'échelle. On est vraiment sur de l'économie de la long tail et de la personnalisation. D'où justement du fait que que ça vienne d'une discussion. Donc quelque part, quand on regarde les impacts sur la disponibilité, sur la distribution, on est sur la distribution de services qui est très fragmentée. Donc c'est disponible à un endroit et à un moment donné. Donc l'endroit peut être en ligne. Mais en tout cas, c'est cette combinaison-là, ce qui entraîne une fragmentation de l'offre.
On a besoin de le produire en même temps qu'il est consommé, donc ce n'est pas stockable. On ne peut pas finalement produire plus de services en avance pour les avoir en cas de pic de demande. Donc, si on a un pic de demande, on doit avoir plus de personnes pour pouvoir proposer ces services-là. On peut s'apercevoir aussi que les services sont spécifiques. Pour pouvoir faire des nouveaux services, on a besoin d'acquérir des nouvelles compétences ou des nouvelles personnes. Si je suis un salon de coiffure et que je veux commencer à faire de l'épilation, il faut soit que je me forme, soit que je prenne des personnes qui sont déjà formées. Donc quelque part, c'est un coût et ça a un challenge et un temps incompressible. Et surtout, on est sur des services, donc sur des offres qui sont non standardisées et donc qui rendent plus difficile la loyauté client. Et c'est là où le modèle de marketplace prend tout son importance parce que quelque part, c'est une situation win-win-win pour les trois parties. Et quelque part, c'est ce qui permet de faire les gains d'échelle. Pourquoi c'est une situation win-win-win? C'est déjà une chance pour les opérateurs, donc pour la personne qui gère la marketplace, parce que ça lui permet d'étendre son offre, de proposer des nouveaux services avec un coût très faible et un risque très faible. Donc ça permet de faire de la croissance externe à moindre coût et à moindre risque. Ça permet aussi d'avoir de l'agilité, finalement, de tester des nouvelles offres, de tester des nouvelles aussi géographies euh, à moindre coût et surtout d'avoir vraiment tourné son entreprise vers le client de manière customer-centric, d'avoir vraiment un pivot de l'entreprise à ce niveau-là. C'est aussi une situation gagnante pour l'offreur parce que ça lui permet de s'adapter aux nouvelles habitudes d'achat, de digitaliser son offre et ses services à moindre coût sans avoir à dépenser, à investir dans une technologie, investir dans des ressources et finalement aussi d'apprendre de personnes qui savent déjà le faire et qui le font mieux qu'elle. Et donc quelque part, ça te permet justement d'avoir ces éléments-là. Et c'est une situation gagnante aussi pour le demandeur qui peut avoir accès à une plus grande offre, à une plus grande concurrence et à des meilleurs services. Et donc, si on regarde un peu plus dans le détail de quoi doit être composé une marketplace de services, déjà, il y a une première chose à voir, c'est que ce qui va être central, c'est comment est-ce que le prix est conçu. Sur un produit, quelque part, le prix il est défini à l'avance ou éventuellement par des enchères. Sur des services, ça va être différent, d'où la discussion. Parfois, il peut être commoditisé, défini à l'avance, avec certaines unités, donc des prix par nuit, c'est le cas par exemple dans les hôtels ou par unité de temps. Des prix à la place, c'est le cas pour tout ce qui va être spectacle, c'est les cinémas qui ont rouvert récemment. Des prix au forfait, c'est ce qu'on peut voir notamment dans des prestations de conseil ou des prestations intellectuelles. Ou alors, il y a des cas où forcément, il va y avoir besoin d'avoir une vraie discussion et d'aller beaucoup plus loin pour être capable finalement de bien déterminer l'ensemble du service, ses composantes et son prix. Donc ça va être des prix par devis. Quand vous faites appel à un plombier, il a besoin d'abord de faire un devis pour être capable de voir l'étendue des dégâts et ce qui a besoin de réparation, ou par appel d'offres. Donc ça, je ne vais pas m'étendre dessus. Je pense que vos départements achats le connaissent très bien. Et autour de ces 5 modes différents gravitent un certain nombre de fonctionnalités qui vont être spécifiques et qui font que les outils pour pouvoir vendre du service en ligne ne doivent pas être les mêmes que pour les produits. Donc, ça va être notamment tout ce qui va être lié à la gestion et la disponibilité du service, que ce soit la géolocalisation, la zone de chalandise, le calendrier et lead management pour gérer aussi le prix. Tout ce qui va être catalogue de services, donc un SIM qui n'est pas la même chose qu'un PIM. Pour faire simple, un SIM c'est un arbre de décision, un PIM c'est qu'un catalogue digital. Euh, Ensuite, comment est-ce que le service est proposé? Donc, on est sur les tunnels d'achat et non pas sur un panier d'achat qui est le standard du commerce de produits. Si vous avez un doute, je vous encourage à aller voir Airbnb juste après cette conférence et vous verrez que finalement, il n'y a pas de panier, il n'y a pas de mise au panier sur Airbnb et les achats de services pas justement par ce tunnel. Et après, bien entendu, les règles d'annulation et les règles de modification. Sur un produit, on le rend sous 14 jours, on est remboursé, c'est standardisé quelque part. Sur du service, vu qu'il peut être demandé, réservé en avance et consommé plus tard, il faut être capable finalement de gérer ces règles-là et de gérer aussi les flux de paiement, les flux de remboursement. C'est notamment pour ces choses-là, mais un grand nombre aussi qu'on pourrait détailler, mais en tout cas, qui font que les outils pour vendre du service sont spécifiques et ce qui a un peu retardé actuellement le développement beaucoup plus en profondeur de l'e-commerce des services, mais qui est en train d'arriver. Parfait, donc je vais prendre la suite. Le titre de cette conférence, c'est la révolution donc servicielle, mais c'est surtout lancer sa marketplace en 4 mois.
Donc, en effet, on va aller donc se baser donc sur une technologie de marketplace de services et donc derrière pouvoir paramétrer, activer et désactiver des fonctionnalités en fonction des enjeux du secteur. Mais surtout, on a toute une gestion de projet qui est aujourd'hui, je dirais, bien rodée et qui se base en premier par le choix des talents. Le choix des talents chez nous est très important. On va se baser sur 3 grands critères. On va aller prendre des personnes qui ont été formées dans des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, d'informatique. On va aller, tous nos talents, ils conjuguent des expériences, soit chez des grands comptes, soit dans des entreprises de conseil digital. Ensuite, on a beaucoup de talents qui donc ont été entrepreneurs, qui ont créé des marketplaces et on a, je dirais, un grand plan de formation pour leur permettre d'être réellement de bons experts en marketplace et surtout dans la digitalisation des services pour accompagner donc nos clients. Donc pour vous donner par exemple un petit exemple, donc moi j'ai été dans le monde donc de l'investissement digital et était entrepreneur et monté une marketplace et Hugues ici présent était en conseil et spécialisé dans le milieu du e-commerce. Ensuite, donc pour une bonne gestion de projet, on construit donc des squads. Avec donc le client qui est au centre de cette équipe-là et qui va apporter son expertise métier, accompagné donc de l'expertise produit chez nous et de l'expertise technique. Et le but étant de travailler en continu ensemble, que le client soit au centre de la production et qu'il puisse donc suivre au jour le jour l'évolution de la plateforme. Et ça se fait donc sous un modèle donc de gestion de projet en agile où on va donc passer des sprints de 2 semaines. Hugues, je vais te demander de passer la slide après. Oui, parfait. Et donc on va accompagner donc nos clients sous des sprints de développement de 2 semaines où il va pouvoir voir la marketplace qui va évoluer puisqu'on se base sur la techno au début. Donc ça va nous permettre de la voir évoluer, de reprioriser et de choisir à quel moment on va la rendre live, avoir un MVP qui puisse être donc testé sur un certain nombre d'utilisateurs et après derrière aller la faire évoluer en fonction des retours du marché. Pour nous, c'est très important donc d'aider nos clients à prioriser. On les challenge concernant leur projet et on va donc décider des fonctionnalités qui vont être donc dans le MVP, la V1 et la VE2. Hugues, je suis désolée, je te redemande de passer la slide d'après. Donc voilà. Tu peux me passer la slide aussi d'après. Et je dirais un dernier aspect, donc pour donc bien accompagner et surtout permettre de répondre au challenge, de lancer une plateforme très rapidement, mais de la lancer bien. Et bien déjà de 1 donc c'est-à-dire c'est de prioriser et d'avoir un MVP, mais c'est aussi donc de bien accompagner nos clients et donc on va les accompagner sur 3 grands axes, sur la conception au niveau donc de l'expertise UI/UX, l'expertise dans le milieu serviciel, et puis après l'intégration et le développement, accompagner sur des points de stratégie business, s'il leur manque voilà ces compétences-là, au niveau voilà du business model, du business plan, de l'onboarding des offreurs, et puis un dernier aspect qui est donc les opérations pour aider à la formation, au support, et puis bien sûr l'opération, je dirais plus technique, qui est donc la maintenance, l'hébergement et l'évolution. Donc voilà un petit peu, je dirais, l'explication donc de comment on lance des marketplaces de services en 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est ce qu'on a fait donc avec des acteurs dans le conseil comme Turning Point, ministère de la Santé avec Reflex QVT, avec Thales dans le milieu de l'énergie ou d'Italia Online. Et donc là, le but, c'est pendant quelques minutes que je vous présente donc des cas d'études et donc des challenges qu'on a pu rencontrer et comment on a géré ces projets et on les a lancés dans le temps imparti.
Donc, la marketplace Thales, je vais demander Hugues pour introduire donc cette marketplace-là qui donc est sortie il y a 2 semaines, de nous mettre une petite vidéo de présentation. Je pense que tu peux mettre le son. Ah non, parce que du coup, c'est toi qui partages, donc il y avait le son. Ok. Donc, je vais du coup mettre le son à côté de cette vidéo. Donc, le vrai challenge pour Thales, hein, c'était de se dire, il y a énormément de services digitaux et de produits digitaux qui sont développés en interne ou par des partenaires. Aujourd'hui, comment faire pour capitaliser sur ça? Comment faire pour les rendre plus visibles, pour les rendre plus accessibles? Comment faire pour en fait permettre donc à voilà tous les product owners de ces services digitaux, produits digitaux, ces partenaires, ces startups, de pouvoir donner accès à ces propositions de valeur, ces services à différents prospects dans le milieu privé ou public. Donc c'est la raison pour laquelle on a lancé donc cette marketplace qui est Thales Trustness Marketplace. Et c'est donc un projet qu'on a fait donc un MVP en 6 semaines qui donc a été lancé d'abord en interne pour pouvoir faire des tests sur des utilisateurs et avoir des retours, et ensuite donc un lancement in V1 sur 8 semaines. On a dû travailler donc et prioriser sur, je dirais, des expertises spécifiques et qui étaient essentielles pour un bon lancement voilà, d'une plateforme. Ça a été plutôt des sujets du UI et du X, parce qu'on est en train de proposer des projets innovants et que derrière, c'est de la génération de leads à forte valeur avec des gros paniers. Ensuite, on a fait donc de l'intégration de différents systèmes SSO, de marketing automation, et surtout, on a implémenté beaucoup de tracking des leads et de dashboards afin d'analyser la donnée, les demandes, etc., et pouvoir aller inclure donc dans la V2 l'aspect transactionnel et paiement. Donc, normalement, sur la slide d'après, on voit donc voilà, d'autres captures écran donc de la plateforme et donc de ce qu'elle propose. Deuxième cas d'étude, donc c'est GS1, qui est une organisation mondiale de standardisation. Donc là, le vrai enjeu, c'était comment capitaliser sur un réseau de plus de 2 millions d'entreprises. Et donc là, ça a été donc un travail de lancer donc une marketplace rapidement. Donc cette marketplace a été donc lancée en 8 semaines et sur laquelle on a travaillé sur des sujets donc de SSO, mais surtout de pouvoir permettre de trouver le bon partenaire pour être accompagné dans son business. Donc c'est des sujets différents, digitalisation des produits, d'optimisation des processus logistiques. Et donc derrière, c'est de permettre, donc ça je vais te demander Hugues de mettre la slide d'après, de permettre en fait une comparaison entre donc les différents partenaires qui vont être proposés, et derrière d'aller demander donc des devis et contractualiser avec ces partenaires-là. Troisième donc cas d'étude, c'est Italia Online. Donc c'est les pages jaunes en Italie. Donc ça c'est un projet, un gros projet qui a été donc comment capitaliser sur le plus gros réseau national de services, et comment générer donc de la valeur pour les clients et du revenu donc pour Italia Online. Donc ça a été donc la mise en place d'un projet sur 15 semaines où on a beaucoup travaillé sur l'aspect UI et UX parce qu'on est sur je dirais un très gros volume du projet B2C, et comment réussir à optimiser au mieux les parcours utilisateurs et leur permettre d'aller jusqu'au bout, donc jusqu'à la réservation du service et jusqu'à donc la transaction. Derrière, il y a eu aussi pas mal d'adaptations un petit peu au niveau des fonctionnalités. Comment faire pour proposer, par exemple, à des entreprises dans la plomberie d'avoir derrière différents plombiers qui vont avoir leurs agendas, leur disponibilité spatiale, etc. Et des intégrations avec des systèmes SSO, avec Salesforce, etc. Donc, on était un squad donc, de 12 membres avec donc, les clients, et ça a été donc un projet intense et qui est sorti ce matin.
en production. Et enfin, un acteur donc dans l'assurance dont je ne peux partager le nom. Donc c'est un projet qui est important sur lequel notre technologie et notre expertise a permis d'avancer très rapidement. Donc les enjeux dans le milieu donc de l'assurance et des services d'assistance, c'est de faire face à une digitalisation accrue de l'ensemble des parties prenantes pour établir leur position et leur positionnement. C'est aussi d'aller vers une excellence opérationnelle. C'est comment faire pour réduire des coûts à faible valeur ajoutée, surtout dans le milieu des services d'assistance. Et puis, comment développer des sources additionnelles de revenus avec voilà, des nouvelles offres. Et donc, ça a été, je dirais, des projets qui ont été lancés rapidement et surtout avec grande agilité. On s'est basé sur notre technologie pour lancer un MVP en interne, donc en 6 semaines, et permettant derrière d'aller le présenter aux différentes business units, donc dans les différents pays, au niveau opérationnel, pour qu'ils puissent lancer leur projet et aller l'adapter un petit peu à leurs enjeux. Donc c'est la raison pour laquelle, après donc ce MVP, on a donc 10 semaines de projet pour une plateforme qui est lancée, donc c'est en B2B2C. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas trop voilà, communiquer pour l'instant dessus. Donc un premier projet, un deuxième projet dans un autre pays et un troisième projet. Et à chaque fois, ça a été entre 6 et 10 semaines de gestion de projet. Et voilà, pour avoir des premiers retours utilisateurs, ce qui pour nous est essentiel dans l'accompagnement qu'on a voilà, de nos clients. Ce qui est important, c'est de lancer quelque chose, de bien comprendre les règles métiers, d'avoir des retours utilisateurs et derrière d'aller adapter la solution parce qu'on est à chaque fois dans des environnements qui peuvent être complexes. Et même si on a une technologie qui est riche de 1600 fonctionnalités et d'un grand nombre de fonctionnalités adaptées aux services et activables et désactivables, il faut toujours aller s'adapter. Voilà, voilà, j'ai essayé d'être rapide. Dynamique, c'était pour démontrer de notre rapidité dans tous les cas de figure. Donc voilà, donc j'ai fini la présentation. Est-ce que... Ah, Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Alors, on t'entend pas, toujours Sébastien. mute. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on peut aller se balader voilà, sur des plateformes et voilà, aller expliquer un petit peu les enjeux. Hop. Tu veux laquelle, Léa? Bah, ça, je vais le faire si. En fait, je n'ai pas entendu si validait ça. Qui est mute. Bon, je vais faire le partage. Alors, par exemple, allons nous balader un petit peu, par exemple, sur la plateforme donc Thales. La plateforme donc Thales permet donc d'aller explorer différentes solutions donc digitales. On va pouvoir aller sélectionner donc les secteurs dans lesquels on va aller donc chercher voilà des services digitaux, des solutions digitales et derrière pouvoir aller filtrer en fonction de certains critères. Ensuite, par la suite, on va pouvoir voilà, aller sur les fiches des solutions digitales et aller regarder les descriptifs des solutions, ses bénéfices, les fonctionnalités.
les retours utilisateurs, les grands chiffres et puis d'autres listings. Je ne peux pas aller sur le back-office là, lors de cette présentation, parce qu'il y a un système de SSO. Je te laisse vérifier. Si on va par exemple sur la plateforme donc GS1 France, donc on est sur une plateforme, donc on va aller chercher donc un partenaire pour nous accompagner dans notre business. Et la petite spécificité donc de cette marketplace, c'est qu'en fait, on va trouver des partenaires, mais peut-être qu'on ne les connaît pas du tout. Et donc, on va permettre d'aller donc sélectionner différents partenaires et d'aller demander une comparaison qui va nous permettre donc de comparer en fonction d'un certain nombre de critères. Et par la suite, aller voir donc la fiche partenaire et faire directement une demande de devis. On peut aller sur d'autres types de plateformes. On va avoir des plateformes, donc comme on vous l'a dit, dans notre technologie, il va y avoir donc différents modèles dans le milieu du service pour réserver. On va avoir voilà, de la réservation de services commoditisés. Et puis, parfois, on va avoir de la réservation de services, par exemple, par appel d'offres, où on va aller suivre donc un arbre décisionnel avec donc des questions. Alors là, petit problème du direct. Voilà. Donc, des questions auxquelles on va répondre au fur et à mesure, et ce qui va nous permettre d'aller envoyer donc un appel d'offres. Donc là, dans ce cas-là, c'est donc la plateforme de la CAPEB, donc de la Fédération des artisans. Et donc, ça permet d'aller envoyer un appel d'offres à un grand nombre d'artisans qui, les artisans, donc, vont répondre par des devis adaptés. Je pense qu'il y a un dernier point à préciser, je pense qui est aussi intéressant à mentionner. C'est le fait que on voit de plus en plus donc une servicialisation dans le milieu donc du retail. Et donc, notre technologie permet donc aussi de se plugger à des solutions, je dirais, voilà, de marketplace, plus de produits, en apportant donc nous notre back office lié au service, donc à la marketplace de services, et afin donc de permettre de proposer donc des services qui vont être associés à des produits. On vous donne des exemples. Par exemple, je vais proposer un grand nombre de produits dans le milieu du bricolage. Je vais pouvoir proposer donc les services associés. Donc de réparation ou de mise en place voilà, des produits d'ameublement. Si je suis sur une plateforme, par exemple, qui va vendre des produits dans le milieu, par exemple, sportif, par exemple, des vélos, je vais pouvoir proposer donc des services associés qui vont être les services de réparation ou encore aller proposer des cours ou des cours de sport, des activités de sport, et ce qui permet donc aux acteurs, je dirais dans le milieu du retail, d'aller apporter de la valeur en plus, accompagné donc aux produits qui sont proposés. Et du coup, d'augmenter les touchpoints et d'avoir potentiellement des touchpoints et des revenus récurrents. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le fait que donc la technologie sur laquelle donc on se base est donc API first, et donc permet donc tout autant de se connecter donc aux environnements de nos clients, et donc s'ils ont voilà, d'aller se connecter à leur système de SSO, leur CRM, etc. Mais aussi de pouvoir venir se connecter à des fronts existants pour apporter donc cette brique servicielle.
Voilà, voilà. Je crois que on en est venu à la fin de notre présentation. Je ne sais pas si il y avait une intervention. Alors, je suis désolé, on Mm, t'entend toujours pas. ouais. Bon, il va falloir écrire sur un papier et puis. Bon, ben, on vous remercie. Bon, ben, Et puis, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous, à nous contacter via LinkedIn ou via notre site si vous avez des questions, vous voulez approfondir certains cas ou voilà, ou si vous avez besoin de notre expertise sur la vente de services et sur le modèle marketplace.